Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc nous reprenons le cycle des formations concernant la transmission des entreprises familiales. Et donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine Legout, qui est expert comptable évaluateur, et qui va m'accompagner pour cette heure de webinaire concernant donc la question de la valorisation des actifs et des entreprises familiales lors de la transmission. Euh, Juste pour reprendre un peu le thème général de ce cycle de formation, donc l'objectif de ce cycle est de faire des formations, des présentations sur les différents intervenants et les différents sujets importants que l'on doit traiter lors d'une transmission d'entreprise familiale. Entreprise familiale, je le définis en étant une entreprise dont l'actionnariat est détenu soit par une famille, soit par un dirigeant fondateur. Donc, c'est une entreprise dont le capital est fermé entre une ou plusieurs personnes, dans lequel on n'a pas forcément ni de salariés, ni de tiers. Et donc, justement, l'objectif est sa transmission soit au travers d'une donation à un enfant repreneur, soit une transmission auprès d'un tiers industriel ou investisseur, une transmission à des salariés ou une cession. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir une vision globale de ces opérations d'entreprise avec les 5 thèmes qui sont donc sur votre écran. Nous avons fait le mois dernier avec Arnaud Dutefeuille la préparation de la transmission. Et aujourd'hui, avec Antoine, nous présentons la question de la valeur de la société à transmettre et ses actifs et les bonnes méthodes de valorisation. Sur ce sujet, il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu économique de la valorisation. Antoine nous expliquera qu'il y a la question de la valorisation financière qui est objective et qui se distingue de la valorisation de la question du prix. Le prix est un élément subjectif et ce n'est pas forcément celui-là qui doit guider la justesse de la valorisation. Donc il y a un enjeu économique et puis il y a un enjeu fiscal que je présenterai ensuite. Parce que selon la valorisation et selon la manière dont les parties s'entendent pour fixer le prix, il peut y avoir des enjeux fiscaux. Et le troisième acteur dans ces opérations, qui est l'administration fiscale, veille bien entendu à ce que le prix soit le plus juste. On parlera de ça après la présentation d'Antoine. Donc je vais laisser Antoine, dans un premier temps, présenter la question de la valorisation et des méthodes de valorisation de l'entreprise. Alors bonjour à tous. Donc merci à François de son invitation. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire. Cour d'appel de Paris. J'effectue pas mal d'opérations d'apport et de fusion dans lesquelles il y a des sujets de valorisation dans le cadre de cession, dans le cadre de LBO, dans le cadre de, je dirais, rapprochement, transmission d'entreprise. C'est le sujet qui nous incombe aujourd'hui. Et j'interviens aussi en tant qu'évaluateur classique. Valorisation d'entreprise pour la plupart. L'important avant de faire une évaluation d'entreprise, c'est de savoir dans quel cadre on l'a fait. Savoir si on est dans un cadre de transaction familiale, externe, fiscale, judiciaire. Alors vous allez me dire, oui, mais le cadre n'a pas vraiment d'intérêt, une évaluation est une évaluation. Oui, vous auriez raison, sauf que on peut, de temps en temps, retenir des paramètres justifiés, toujours, puisqu'un rapport d'évaluation sans hypothèse justifiée n'est pas un rapport d'évaluation. Un rapport d'évaluation de 3 pages, comme je le dis, à la compagnie des commissaires aux comptes ou à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, ce n'est pas un rapport d'évaluation. Il faut l'étayer, il faut détailler et il faut expliquer les hypothèses. Et ça, c'est ce qu'on va voir. L'objectif de la matinée, je dirais même de l'heure qui nous incombe, n'est surtout pas de vous apprendre à faire une évaluation en 1 heure. C'est juste impossible. C'est juste de vous donner les trucs et astuces, comme on peut le faire à l'École nationale de la magistrature avec les juges consulaires, attention, il faut voir ça dans un rapport d'évaluation que vous auriez ou qui pourrait vous être communiqué en tant qu'avocat. J'ai vu qu'il y avait une session dans quelques mois avec un notaire. Les notaires sont de plus en plus demandeurs de telles évaluations pour des SCI,
pour des sociétés. Dans le cadre de succession, également, on intervient en tant qu'évaluateur. Donc, le cadre est fondamental. Et bien sûr, ça dépend où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on se situe en tant qu'acquéreur? On voudra toujours voir la valeur la plus basse possible, ou en tant que vendeur, on voudra voir la valeur la plus haute possible. Et là, François vous dira tout à l'heure, c'est un peu ce qu'il vous a dit en quelques mots, qu'il y a des sujets de plus en plus fiscaux sur la valeur, la vraie valeur que l'administration retient pour essayer de faire converger cette zone acheteur de cette zone vendeur. Alors, on déroule un peu rapidement les slides. Je crois, François. Oui, on vous enverra. On vous enverra un lien par mail avec à la fois la rediffusion de cette vidéo et puis les slides en pièces jointes. Voilà, donc ce qu'on veut vous présenter, c'est vraiment les grandes pictures, les grandes idées. Et bien sûr, après, vous aurez le loisir de tout lire en détail et amusez-vous bien. L'évaluation aussi, elle dépend d'où on l'a fait. On était sur une zone vendeur, une zone acheteur. Est-ce qu'il faut qu'on se situe sur une activité qui est stable, qui ne bougera plus jusqu'à la fin de sa vie? Ou est-ce qu'il faut qu'on intègre, je dirais, dans la valeur des projections futures, qui est un peu les perspectives de croissance de la société? Et bien sûr, en fonction de l'endroit où on se situe, acheteur-vendeur, vous aurez un sujet de la valeur stratégique avec des économies d'échelle qui peuvent être faites. Alors, quand c'est dans une succession ou une transmission familiale, bon, la valeur stratégique, c'est la valeur à laquelle, je dirais, l'entreprise familiale doit être emmenée. Par contre, si vous êtes sur un LBO ou sur un industriel qui rachète une autre société, même pas un industriel, une start-up qui rachète une autre start-up, vous pouvez imaginer des synergies que vous pouvez prendre en compte en qualité d'acheteur dans l'évaluation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y a pas une valeur, il y a des valeurs. Et qui s'intègrent dans un contexte en fonction de l'objectif de cession et de qui achète. Exactement. D'accord. C'est ça. Et ça, c'est des paramètres objectifs que l'administration fiscale admet, parce qu'effectivement, elle peut admettre que selon l'objectif, la valorisation soit un petit peu différente. Exact. Mais ce qu'il faut dans ce cas-là, surtout, c'est bien donner les hypothèses dans le rapport. Pourquoi est-ce qu'on a retenu telle ou telle hypothèse pour ne pas demain que l'administration puisse vous dire « Ah, mais vous avez omis de retenir telle ou telle autre hypothèse ou telle option et de bien voir dans les rapports d'évaluation en général, dans le cadre de succession, c'est ce que les avocats demandent ou les notaires, c'est des valeurs, enfin des rapports d'expertise, des rapports d'évaluation. Et en tant qu'évaluateur et en qualité d'avocat ou de notaire, s'il y en a dans la salle, je vous conseille de bien préciser cela aux financiers que vous mandatez pour intervenir à vos côtés. Parce que sans vous, sans les notaires ou les avocats, nous, les financiers, on n'est rien. On a besoin de vous pour nous donner les critères clés de la mission d'évaluation à faire. Un autre point, c'est que quand vous faites une évaluation, alors on va parler financier, on va parler français. Le financier ne va jamais vous parler de valeur d'entreprise. Il va toujours vous parler de valeur de fonds propres. En français, on parle de valeur de société, valeur de boîte, valeur d'entreprise. Alors vous allez me dire, ouais, mais Antoine, on fait comment? C'est quoi le lien? En fait, pour les financiers, la valeur des fonds propres, c'est la valeur d'entreprise auquel on rajoute l'endettement net, ou on le soustrait suivant le sens. Dit en d'autres termes français, alors que là j'étais financier, la valeur de la boîte, c'est quoi? C'est la valeur de son fonds de commerce auquel on rajoute la trésorerie qu'elle a ou l'endettement qu'elle a. Et attention, un autre point, c'est que quand vous lisez en bas à gauche du slide valeur des fonds propres, ce n'est pas la valeur des capitaux propres au passif du bilan. Donc vous avez l'actif, alors à l'envers, ça sera l'inverse. L'actif pour vous est le passif, donc ce n'est pas au passif du bilan. Donc faites bien attention aux termes utilisés par les financiers en qualité d'avocat, de notaire. Voilà, on le reverra. À la fin, on va vous faire un jeu des 10 erreurs à éviter. Voilà, ça fait partie des points. Les financiers ne parlent pas malheureusement le français, ils parlent le financier, quoi. Mais sachez-le. Dans l'endettement net, qu'est-ce qu'on y met? Dans l'endettement net, en fait, ou la trésorerie nette, si on parle le français et puis le financier, on y met tout ce qui est compte en banque, on y met
les valeurs mobilières de placement. On y met l'endettement bancaire, l'endettement groupe, les obligations, éventuellement certaines provisions, notamment je pense aux provisions pour fin de carrière, provisions pour médaille de travail. Voilà à peu près. Et les comptes courants, je n'avais pas vu, les comptes courants intra-groupe, tout cela rentre en général. Après, il peut y avoir des subtilités, suivant qu'on a des obligations convertibles ou pas convertibles. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà comment se calcule l'endettement net ou la trésorerie nette. Merci, François. Alors là, ouais, on peut appuyer. Vas-y. Ouais. Ah oui, alors, ouais, alors bon, vous verrez. Là, ça fait partie des éléments qui peuvent entrer dans le calcul de la dette nette. En fonction des verts, bah, ça s'intègre. Et en fonction des rouges, ça ne s'intègre pas. Notamment, alors là, je ne les vois plus, mais bon, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Faut passer, ouais. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de faire attention à ne pas confondre valeur d'entreprise et valeur de société, valeur des fonds propres, je vous ai parlé juste avant de l'endettement net. Et si vous vous souvenez de le rouge qu'il y avait en bas de l'écran, c'était valeur des fonds propres égale valeur d'entreprise plus ou moins l'endettement net. Donc là, maintenant, on va regarder, on a parlé de l'endettement net. Maintenant, on va parler de tout ce qui est valeur d'entreprise. Donc la valeur de l'activité ou fonds de commerce pour certains ou goodwill pour d'autres. En général, pour estimer les valeurs d'entreprise, on a 3 principales méthodes que vous verrez très régulièrement. C'est la méthode par les flux de trésorerie, ou la méthode des cash flows actualisés en français, et vous avez la méthode des comparables. Dans la méthode des comparables, vous en avez 2 sous-méthodes, comparables boursiers et transactions comparables. Alors vous allez me dire, oui, mais l'administration fiscale, ces méthodes-là, elle ne les comprend pas trop, vous avez raison. Elle a du mal à les analyser et à les apprécier, vous avez raison. Et souvent, eux, ils partent par des anciennes méthodes, la rente du goodwill, la méthode du rendement. Mais la plupart des évaluateurs, on applique ces méthodes-là et on essaie de les appliquer ou de les mettre en œuvre toutes les 3 pour avoir une combinaison de méthodes pour essayer de rapprocher ou d'avoir un nuage de points, selon l'application des 3 méthodes, qui se rapprochent. Pour la méthode des DCF, vous avez une super formule à l'écran, on ne va pas vous la mettre en œuvre. Si vous avez des calculettes, vous pouvez vous amuser. Mais le principal, c'est de se dire, c'est quoi la méthode des flux de trésorerie actualisés? C'est que vous allez faire un plan d'affaires, votre client, notre client va faire un plan d'affaires et on va estimer sur la base de ce plan d'affaires les flux de trésorerie qui vont être dégagés dans le futur. Et ces flux de trésorerie dégagés dans le futur n'ont pas la même valeur aujourd'hui que demain et après-demain. Et cette méthode-là permet de dire qu'un flux aujourd'hui, il vaut ce que ça vaut. Quand vous allez acheter votre baguette de pain, ça vaut aujourd'hui ce qui s'est affiché. Par contre, le prix de la baguette de pain demain n'aura peut-être pas et sûrement pas la même valeur du prix dans le futur à aujourd'hui. Et en fait, la méthode des flux, c'est la méthode qui met en œuvre qu'un flux dans le futur, ramené à aujourd'hui, vaut moins cher dans le futur qu'aujourd'hui. Et la valeur d'entreprise, c'est quoi? C'est la somme de tous ces flux dans le futur, ramenés à aujourd'hui. Valoriser aujourd'hui. Pour valoriser à aujourd'hui. Et comment on valorise des flux futurs pour les ramener à aujourd'hui? On utilise un taux d'actualisation, c'est-à-dire en fait un taux dans lequel on intègre à la fois une partie risque marché, à la fois une partie inflation, à la fois une partie risque marché et rendement de l'investisseur aussi. Et donc avec ces différents paramètres, on obtient le taux d'actualisation. Ce taux d'actualisation, je le redis, permet de ramener le flux futur, une valeur future, à la valeur d'aujourd'hui. Voilà, alors là, c'est le détail, c'est un peu ce que je vous disais. En général, le taux sans risque, alors le slide revient bien puisque on était plutôt sur des taux très bas jusqu'à peu, et on est en train de remonter, François, de plus en plus vers des taux qui sont ceux-là. Les 3 à 5%. Il y a un an, on n'avait pas ces taux-là. Si. Non, il y a un an, on était sur du 1, enfin 0,8, 1.
Certains experts même considéraient que les taux OAT Banque de France n'étaient pas vraiment représentatifs, allaient plus sur des marchés allemands pour retenir des taux de rendement d'emprunt d'État allemands. Mais en effet, il y a un an, on était beaucoup plus bas, quoi. Beaucoup plus bas. Et donc voilà, vous additionnez en fait ce rendement de marché, ce rendement d'État, c'est-à-dire serein, c'est le rendement minimum qu'on peut avoir, auquel on intègre un risque marché qui oscille entre général les 4 à 8, avec ensuite des risques propres à la société, sectoriels et intrinsèques. En général, un taux d'actualisation qui oscille entre en dessous de 8, ça veut dire que l'entreprise gagne de l'argent, est sur un secteur vraiment serein, sain. Entre 8 et 10, c'est que ça peut fluctuer, mais il y a quand même des risques secteurs. Et au-delà de 10, c'est qu'on est sur sur une activité qui peut être considérée comme un peu chaud dans le développement futur, un peu avec beaucoup de perspectives d'avenir. Bon, pour ne pas les citer, on peut par exemple prendre l'idée start-up. Start-up, on a même vu déjà des taux d'actualisation aller jusqu'à 16 et 24%, tellement en fait le risque sectoriel et le risque intrinsèque sont importants. Ce qu'il faut retenir, oui, c'est entre 8 et 10. Bon, là, c'est la fameuse formule, mais je vous laisserai l'appliquer. Après, par contre, ce qui est important, c'est en bas à droite, voir étude de sensibilité. Si vous l'avez compris, cette méthode-là, elle prend en compte des hypothèses dans le taux d'actualisation. Elle prend des hypothèses dans le plan d'affaires, je dirais élaboré par votre client, par nous et ou avec le client, et qu'il faut voir comment, en fonction de différents paramètres, votre évaluation de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise, ce qu'on a appelé tout à l'heure en financier la valeur d'entreprise, que cette valeur est sensible ou non aux différents paramètres utilisés pour cette méthode. Donc, ce qui veut dire que pour réaliser cette évaluation, cette valorisation, il faut qu'en amont, le chef d'entreprise ait fait un business plan sur une durée suffisamment longue, et c'est ce business plan qui va servir aussi à nourrir la valorisation. Exactement. C'est surtout ce business plan qui est fondamental, puisque c'est le point clé de la valeur d'entreprise, de l'objectif que le dirigeant se met pour amener l'entreprise là où il souhaite, c'est-à-dire en fait ce qu'il envisage comme développement, quoi. Donc on ne peut pas faire de valorisation in abstracto, extérieure, il faut forcément travailler en lien avec l'entreprise. Ah oui, c'est ça. Alors dans certaines expertises judiciaires, c'est vrai que on ne peut pas échanger avec le dirigeant ou en tant que conseil d'une partie, c'est-à-dire en tant que conseil d'un associé sortant qui a plus les clés, qui s'est fait virer, mais qui a plus aucune information de la société. C'est vrai que s'appuyer sur des plans d'affaires qu'il a fait lui, il faudra qu'en tant que conseil de partie, qu'on mette bien tous les bémols qui vont dans le rapport pour dire que c'est sur la base des idées que l'associé sortant qui s'est fait virer a utilisées, qu'on a pu challenger avec lui en fonction des données sectorielles qu'on trouve sur Internet, sur l'évolution du marché. Dans notre schéma, nous, on est plutôt une situation où il y a une cession ou une transmission par le chef d'entreprise ou par les actionnaires, et donc ils sont présents, ils sont aux commandes pour certains, et donc on n'a pas cette problématique d'absence de personne qui a établi le business plan. Donc c'est probablement plus simple. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille dans ce cas-là main dans la main avec le dirigeant, avec ses équipes comptables et financières, mais il faut vraiment qu'on ait un œil critique sur les hypothèses qu'il a retenues. C'est-à-dire que souvent, on voit une évolution du chiffre d'affaires avec une évolution de la masse salariale, qui est un peu déconnectée, et parfois on voit une évolution du chiffre d'affaires sans les investissements qui vont bien avec. C'est-à-dire qu'on fait 100, demain on fait 200, avec une unité de production permettant de fabriquer les 100. Est-ce que pour arriver aux 200, je peux utiliser la même unité de fabrication? Souvent la réponse est non. Donc il faut intégrer dans le plan d'affaires des investissements complémentaires à faire par la société dans le futur. Donc il y a un œil critique aussi de l'évaluateur sur le business plan qui est proposé par l'entreprise. Exact. Donc en amont, il y a aussi une forme d'audit, d'analyse de ce business plan pour pouvoir faire cette évaluation. Exact. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme tu mettais tout à l'heure dans le premier ou deuxième slide, audit d'acquisition ou d'évaluation. D'évaluation, tu as raison, plutôt. En fait, c'est ce qui s'appelle un peu le diagnostic. C'est-à-dire faire une évaluation
sans diagnostic, c'est-à-dire sans prise de connaissance de la société, de ses bilans passés, de son juridique passé, de ses opérations passées exceptionnelles, des acquisitions, des cessions d'actifs, des acquisitions, cessions de filiales, des développements à l'étranger. Ce diagnostic est hyper important. Souvent, on est en train d'écrire un guide avec l'Ordre des experts comptables actuellement, et donc ce guide, un tiers de ce guide, c'est le diagnostic d'entreprise avant de faire l'évaluation. Et souvent, on oublie ce temps qui est important de prise de connaissance de l'entreprise, de faire des entretiens avec les commerciaux, avec le client, le chef d'entreprise, avec le DAF, pour ceux qui en ont. Mais c'est un élément fondamental de la valorisation. D'accord. Si vous ne croisez pas les chiffres du plan d'affaires avec le commercial, il y a un sujet. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, il y a un travail en amont à préparer avec leurs clients ou pour eux, quand ce sont des entrepreneurs qui nous regardent, sur la préparation avant de solliciter un évaluateur. Oui. Parce qu'il va s'appuyer sur ce qui a été fait en amont. Exact. D'accord. Autre méthode ? Autre méthode, plusieurs méthodes sont... Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la méthode qui a 2 sous-méthodes. La méthode des comparables, c'est qu'on va essayer d'aller chercher sur le marché des sociétés comparables à celles qu'on a à valoriser. On va chercher des comparables boursiers ou des transactions comparables. Alors souvent, on nous dit, oui, mais moi, je ne suis pas coté, je ne suis pas comparable. Implicitement, que vous soyez coté ou pas coté, ça ne change pas les ratios qui doivent être à peu près les mêmes. Ils ne seront jamais les mêmes. Je parle de ratios financiers, chiffre d'affaires sur EBIT, chiffre d'affaires sur EBITDA, des choses comme ça. Logiquement, les marges ne sont jamais les mêmes, mais des idées de marge peuvent être proches. Et on peut s'appuyer sur ces multiples qu'on obtient en comparant la valeur de la capitalisation boursière avec un EBITDA ou un EBIT, ou un résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements, pour parler français, et appliquer ce multiple auquel on est arrivé à l'entreprise cible qu'on doit valoriser. Pareil pour alors, on a un sujet, c'est que souvent, avec ce comparable boursier, nous, on est sur une entreprise familiale, et elle n'a pas, je dirais, le target n'est pas de vouloir la vendre un peu à l'extérieur ou de la vendre à l'extérieur, mais elle n'est pas liquide immédiatement. C'est des sujets de décote d'illiquidité que vous pouvez voir dans certains rapports appliqués au comparable boursier. C'est des choses financièrement qui peuvent se faire pour ramener des multiples de sociétés cotées à des multiples d'entreprises non cotées. Pareil pour les transactions comparables. Les transactions comparables, ce sont des cessions de gré à gré sur lesquelles l'information est communiquée au marché, soit par des fonds d'investissement, soit par des avocats, soit par des bases de données qu'on a, sur lesquelles, au même titre qu'une société cotée, en ayant eu la valorisation de la société en soi, et en ayant eu les montants de EBITDA et de BIT, ou de chiffre d'affaires, ou de résultats d'exploitation, c'est le fameux REX qui est indiqué à l'écran, ou EBE, excédent brut d'exploitation, on peut les appliquer à notre société qu'on a à valoriser et de se rapprocher d'une valeur de marché de la société qu'on a à valoriser. Bien faire attention dans ces comparables, dans ces transactions comparables, parce qu'il faut se poser la question en tant qu'évaluateur de ce qui a été acheté le montant, le pourcentage d'acquisition qui a été faite sur le comparable que l'on utilise. C'est-à-dire que si on achète une minorité, ce n'est pas le même prix que si on achète une majorité. Si je prends le contrôle d'une société qui n'est pas cotée sur le marché, il y a souvent une prime de contrôle qui est payée par l'acquéreur. Pareil, si on achète une minorité, souvent, il peut y avoir, je n'ai pas dit il doit, parce que souvent on voit dans des rapports il doit, il peut y avoir des décotes de minorité. Donc ça, appliqué à la transaction en question, ramené au multiple de la société en question, appliqué à notre société, nous permet d'avoir une valorisation de l'entreprise. Et ces 3 méthodes permettent d'arriver à une valeur d'entreprise
avec 3 méthodes différentes. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait absolument qu'on mette en œuvre en général ces 3 méthodes, pour autant qu'on puisse, c'est de pouvoir comparer ensuite les valeurs d'entreprise obtenues selon les 3 méthodes entre elles. S'il y a une déconnexion entre les valorisations auxquelles on aboutit, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas bien fait. Et surtout, à la fin, ne pas faire, quand les valorisations ont des écarts entre les 3 méthodes, de moyenne entre elles ou de moyenne pondérée. Alors, à la fois, nous, évaluateurs, on n'aime pas. Alors ensuite, en tant que notaire, ils aiment moyen, mais ils s'appuient sur les rapports des évaluateurs. Mais par contre, fiscalement, ça laisse à l'administration fiscale un choix entre du simple au double, on a déjà vu, pour une valeur d'entreprise. Donc après, si vous mettez le curseur en bas, eux, ils vont vous mettre le curseur en haut. Et après, à vous, avocats, de challenger par rapport, si on est arrivé à 200 versus 100, ça vous, avocat ou conseil de société patrimoniale, enfin, familiale, qui souhaite soit vendre à la famille, soit vendre à l'extérieur, faites-y attention, quoi. Appliquer des moyennes ou des moyennes pondérées, c'est pas bon. Alors, question, donc on comprend bien que bon, la valeur n'est pas une notion totalement objective, hein, elle peut même varier d'un expert à un autre. Oui. Néanmoins, il y a des méthodes, et en fonction des situations, on l'a dit, la valeur peut varier à la hausse ou à la baisse compte tenu du contexte. Oui. Alors, situation qui arrive, c'est à l'occasion d'une même opération, on a la transmission en partie à un enfant preneur. On fait également rentrer à ce moment-là un fonds qu'on va imaginer minoritaire à l'occasion de l'opération. Et puis, on va proposer aux salariés de rentrer au capital et donc d'acquérir des actions. Donc là, on a finalement 3 situations qui sont au même moment. Une donation à un enfant preneur, une cession à un tiers, un industriel ou un fonds, et puis les salariés. Donc, c'est pas une question piège, mais c'est comment on mixte à la fois ces 3 situations qui sont en une seule, alors qu'on a des valeurs qui pourraient varier si elles étaient distinctes. Alors, une moyenne, probablement. Merci François pour la question. Non, en général, moi, ce que je dis souvent, quand on est commissaire aux apports, on peut voir des montants, en effet, de valeur par action différents. Ce qu'il faut, c'est que les conseils donc, des entrepreneurs qui souhaitent transmettre, céder, pour partie transmettre, pour partie céder, aient bien dans leur dossier la justification du pourquoi et du comment on a des valeurs différentes. Sans ça, l'administration fiscale, je dirais dans un calcul simple, pourrait reprocher au vendeur, au papa qui transmet à son fils, que son fils a acheté moins cher ses actions, ou que l'acquéreur ne lui a pas payé assez de prix, et revenir requalifier le prix de cession du papa, venir le réaugmenter, sujet fiscaux ensuite, que tu nous évoqueras après, la valeur, et taxer en fait le papa sur une plus-value et sur un cash qu'il n'a pas eu. Donc il faut privilégier des situations où il n'y a pas de prix différencié, parce Oui. qu'en général, c'est compliqué à justifier. Et donc, on fait un prix identique pour tout le monde. Exact. Mais ces valeurs, elles doivent être déterminées en tenant compte de l'exemple que je donne, c'est-à-dire à la fois une transmission familiale et une transmission à un tiers. Exact, c'est ça. Et après, vous avez les systèmes, mais ça que tu connais beaucoup plus que moi, c'est tout ce qui est action de préférence, tout ce qui est, pour aider le fils à reprendre, tout ce qui est obligation convertible, que peut mettre le fonds pour la reprise du fils. Et puis, il y a tout ce qui est, on en parlait un peu avant, pour préparer la visio, tout ce qui est management package pour les salariés. Mais ça, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure fiscalement, pour éviter que les salariés ne payent le prix fort et payent le prix du développement avant même qu'ils aient commencé, puisque vous avez compris que dans la méthode qu'on utilisait principalement, la méthode des flux de trésorerie actualisée, elle prend en partie en compte le développement prévisible futur. Donc là, c'est une synthèse, je ne sais pas si c'est très lisible à l'écran, mais c'est une synthèse des différentes situations de principales méthodes selon le type de société, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, tu as en fait, ça dépend où on se situe dans un groupe. Quand on se situe dans une holding,
on applique la méthode qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est la première méthode, la méthode patrimoniale, qui est la méthode de l'actif net réévalué. En général, c'est ce que je disais, on l'applique dans les holdings, tout ce qui est SCI, et on fait ce qu'on appelle la méthode de l'actif net réévalué. On réévalue actif par actif. Et si dans cette société holding patrimoniale, il y a de l'immobilier, ben on va avoir un expert immobilier pour demander l'évaluation de l'actif immobilier qui est à revaloriser pour obtenir la juste valeur de la holding. Et si dans cette holding, il y a des titres de participation, donc des filiales, ben là, on met en œuvre les 3 méthodes qu'on a évoquées, c'est-à-dire la méthode des flux futurs de trésorerie, il y a la méthode du cours de bourse, il y a la méthode, on verra juste après dans le slide d'après, des comparables boursiers. Et on vous a mis quand même les 2 approches, juste dans le slide d'avant, François. Dans les flux futurs, c'est un peu les méthodes que j'évoquais, fiscales, mais qu'on voit vraiment très peu utilisées. C'est la méthode par la valeur du rendement et la méthode par l'approche des dividendes. Oui, l'administration fiscale a beaucoup une approche patrimoniale, c'est-à-dire que la méthode mathématique active net réévaluée, parce que c'est celle qu'elle connaît le mieux, et elle le connaît le mieux parce que c'est aussi la méthode utilisée principalement en matière immobilière. Oui. C'est souvent cette méthode-là qu'elle privilégie. Or, c'est probablement pas la meilleure. C'est celle qui est justifiée en matière immobilière, mais en matière de valorisation d'entreprise, elle n'est pas très bonne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours s'appuyer sur un expert pour avoir différentes méthodes et puis probablement ensuite se pondérer ces différentes méthodes. Exact. Ce sont les 2 autres méthodes. C'est ce qu'on appelle la multiple boursier ou comparable boursier et la méthode des multiples des transactions. Multiples spécifiques. Bon. Et là, en fait, c'est un peu un arbre de décision permettant de savoir, c'est ce qu'on a dit un petit peu juste avant, dans quel cas on se situe. Vous avez une société qui est, je dirais, en faillite. En gros, elle ne vaut pas grand-chose, on applique sa valeur liquidative. Si elle se développe, mais qu'elle est à taille très humaine, je prends un exemple, on a eu à valoriser un petit bijoutier pas loin de Cambrai. On utilise des multiples de cessions de fonds de commerce qu'on peut obtenir dans des bases de données ou chez les notaires, ou à un moment donné, il y avait le Francis Lefebvre fiscal qui donnait des multiples en fonction du chiffre d'affaires. Donc, on applique ça. Et si après, on arrive sur une entreprise patrimoniale, c'est ce qu'on vient d'évoquer, on passe par l'actif net réévalué au centre légèrement à droite. Et ensuite, plus on descend, plus on a appliqué les méthodes qu'on a évoquées tout à l'heure, DCF, comparable boursier ou transactions comparables. Alors, ça c'est un point important, c'est les principales erreurs à ne pas commettre en matière d'évaluation, et il y en a un certain nombre. Alors, il y en a en général 10. C'est que, c'est-à-dire, vous, en qualité de conseil, quand vous recevez des rapports, c'est des petites idées, des petites ampoules, souvent, comme on peut le voir dans certaines présentations, des choses qu'il faut éviter. On l'a évoqué, tu avais mis le point dessus avant que j'en parle, c'est que il faut faire un diagnostic. Faire une évaluation sans diagnostic, juste appliquer les chiffres dans un tableau Excel, on considère, nous, évaluateurs, que c'est pas un bon travail. Voilà, ça c'est la principale chose. C'est pas, en effet, on dit, l'évaluation d'entreprise n'est pas un exercice de somme arithmétique et une technique économique, c'est vrai. C'est pour ça que parfois, il y a certaines évaluations qui coûtent un peu cher, parce que plus l'entreprise est grosse, plus il faut faire cette analyse stratégique, cette analyse, ce diagnostic de manière appuyée. Et l'analyse stratégique rentre aussi par le fait de challenger le dirigeant sur son plan d'affaires, de challenger le dirigeant sur les hypothèses qu'il a prises en matière d'évolution de chiffre d'affaires, d'évolution de la masse salariale, de l'outil économique, et même dans l'outil industriel, ou dans l'informatique, les salles blanches en termes de serveurs, de protection des données. Voilà, il y a tout ça qu'il faut intégrer. L'évolution, là, on a des sujets, nous, en tant qu'évaluateurs, d'imputation de la hausse des prix que nos clients ont sur le chiffre d'affaires. Est-ce que je vais raboter ma marge? Est-ce que je peux appliquer une hausse des prix? Vous prenez les McDo, ils ont répercuté qu'une moitié de la hausse des prix. Nous, on a des clients où dans les contrats, c'est indiqué toute hausse de prix sera répercutée à 100% sur le prix de cession, quoi. Donc en fait, ils ont pris, je dis n'importe quoi, 2% de hausse des matières, mais ils augmenteront leur chiffre d'affaires de 2%. Consommateur. C'est ça. Okay. Donc l'analyse stratégique est fondamentale. Moi, je pense que c'est... Alors, on a une question. Je ne sais pas si on va peut-être les questions à la fin. On va avancer puis on va vers les questions à la fin. Deuxième erreur. Prise en compte du seul actif net ou valeur des fonds propres, des capitaux propres.
Donc ça, c'est quoi? C'est en fait ce qu'on appelle dans le jargon comptable l'actif net comptable ou les capitaux propres. Souvent, on nous dit la boîte, elle vaut comptablement capital plus prime plus réserve plus report à nouveau plus le résultat égale 100. Ça vaut ça. Donc mon comptable m'a dit que ça valait ça. Non, ça vaut pas ça. Ça peut valoir moins, société en liquidation, ce qui n'est pas notre cas dans le cadre de la formation, ou ça peut valoir beaucoup plus si à l'actif de votre bilan, vous avez 0 en valeur de fonds de commerce. Vous prenez Legout associé, j'ai créé le cabinet de rien, fonds de commerce à l'actif du bilan comptablement égale 0. Si un jour je vends Legout associé, j'aurai une survaleur qui sera le fonds de commerce, la clientèle qu'on a, qui se valorise et qui peut se céder et qui peut être ajouté à la valeur de l'actif net comptable. L'actif net comptable pour une société saine et viable, en fait, c'est le minimum de ce qu'elle vaut. Là, après, c'est pareil, c'est détaillé, mais comme vous l'a dit François, parce qu'il ne faut pas oublier la partie fiscale qui est importante, vous aurez les slides, donc ça, on peut y passer. Alors, si un autre, toujours dans l'actif net, mais vas-y, comme ça, on peut arriver au 3 encore, je crois. Bon, ça, vous le lirez. Non, j'ai eu un jour un notaire qui me dit la boîte vaut 100, donc, l'actif net comptable de la société est 100, donc j'ai 100 en trésorerie. Non, c'est pas obligatoire. L'actif net comptable, c'est ce qu'a généré dans le passé la société, comme je vous l'ai dit, capital, plus ses réserves qui sont les résultats accumulés passés, s'il n'y a pas eu de distribution, plus le résultat de l'année. Mais supposez que tout ça soit positif. Ça voudrait dire effectivement qu'elle a ça en trésorerie. Sauf qu'elle a pu acheter un actif immobilier. Et donc cet actif immobilier, et prenons le cas où elle n'a pas financé par endettement, elle a brûlé sa trésorerie pour acheter l'actif immobilier. Et en face, donc de cette activité comptable, il n'y a rien, mais il y a un immeuble. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est la comparaison de capitaux propres et capitaux boursières. Exact. Là, c'était l'exemple. C'est le cabinet Ricol Lasteri qui avait fait une analyse il y a quelques années pour voir en fait quelle était la valeur des fonds propres, donc des capitaux propres des sociétés cotées, versus leur capitalisation boursière. Et donc, on voyait en effet que les capitalisations boursières, les valeurs des boîtes, la valeur des sociétés, en parlant français, étaient déconnectées de l'actif net comptable de la société cotée. Prenons le cas, et ça a été dans la presse, du site internet La Fourchette, qui a été racheté en 2009 par TripAdvisor. La boîte a été cédée 100 millions d'euros dans les fonds propres de la société, c'est-à-dire les capitaux propres de la société, ce que la boîte avait réellement dans le ventre, comptablement, moins 1,9 million d'euros. Alors ça, c'est une situation qu'on rencontre peut-être, ou qu'on a rencontré par le passé sur les cités start-up, Internet. C'est peut-être moins vrai dans les cités industrielles ou familiales ou de services. C'est-à-dire qu'il y a encore une corrélation entre les capitaux propres et puis les fonds propres et puis la valeur boursière, si elle existe, ou d'autres méthodes. Oui, on est d'accord. Troisième erreur. Ça, on l'a évoqué, faire la moyenne des méthodes. Ça, c'est valable. On avait un client hier au téléphone, on lui a expliqué qu'on avait fait la moyenne des méthodes. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous dites le tout et son contraire. Sauf que les différentes méthodes arrivaient à une valeur d'entreprise, le goodwill, le fonds de commerce, qui était proche. Donc là, oui, faire une moyenne, ça s'entend et ça s'explique, puisqu'on on oscillait entre 60 et 70 millions d'euros dans un nuage de points qui était proche. Donc là, on peut faire une moyenne. Faire une moyenne pondérée, ça veut juste dire à l'administration fiscale que vous voulez arriver au résultat que vous voulez. Donc surtout, les moyennes pondérées, il faut les éviter. Et quand vous avez parfois des valorisations avec des écarts, avec comment ça s'appelle, des échelles un peu différentes, ce qu'on fait chez nous, c'est un football field. En fait, on présente à l'écran les différentes fourchettes d'évaluation. Alors, je ne sais pas si on voit. Et on essaie de voir celles qui se croisent entre la méthode des flux de trésorerie actualisés, comparable boursier, transactions comparables, et ce qui se chevauche, c'est la valeur qui est implicitement la plus proche. Plutôt que faire des moyennes, il faut plutôt faire des comparaisons de méthodes. C'est ça. On utilise 2 voire 3 méthodes et on voit quels sont les points de recoupement. Exactement. Pour arriver à une valeur la plus juste. Exact, c'est ça. D'accord. Alors, l'administration, dans son guide, effectivement, encore une fois, parce qu'elle est principalement habituée à faire des valorisations en matière immobilière,
utilise et conseille de faire une moyenne de plusieurs méthodes avec des pondérations entre ces méthodes. Et c'est vrai que c'est souvent critiqué par les experts financiers. Quatrième erreur, confondre valeur d'action, valeur d'entreprise. Alors, ça, on a au sujet d'avant. Enfin, ce qu'on a évoqué dès le départ. Oui, mais c'est peut-être important de le rappeler. Donc, c'est que alors, les financiers, pour la valeur de la boîte, de la société, pour 100% du capital, parlent de valeur des fonds propres. La valeur d'entreprise, ce n'est que la valeur de l'activité, le goodwill, le fonds de commerce. Donc, la valeur des fonds propres, c'est la valeur de l'entreprise plus le cash moins la dette. En français, ça veut dire que la valeur de la boîte, c'est égal à la valeur de son activité plus le cash moins la dette. D'accord. Voilà. Projeter des niveaux de cash flow futurs irréalistes, en fait, c'est faire que challenger le dirigeant sur son plan d'affaires, pour que son plan d'affaires soit réaliste et pas irréaliste. Parfois, on voit des plans d'affaires avec un niveau exponentiel. Il faut challenger la réalité, ou parfois de comparer tout simplement ce qu'a prévu le marché sur un secteur d'activité équivalent. Et là, je parle de marché, je ne parle pas de marché au sens business pur, mais ce qu'a prévu le marché sur la bourse, par exemple, même si les entreprises ne sont pas toujours comparables, mais ce qu'a prévu une société boursière cotée sur un secteur d'activité, puisque ça, ils doivent communiquer dessus, versus ce qu'a prévu, nous, notre dirigeant, qui souhaite transmettre à son fils. Donc, le fameux audit d'évaluation que tu évoquais. Qui est en amont et qui est important pour challenger le business plan et les objectifs du dirigeant. Sixième erreur de calcul. Lors de la détermination du taux d'actualisation. Le choix du taux d'actualisation qui est très important, puisque ça change tout. Suivant les flux que vous avez dans le futur, ça peut vous doubler quasiment la valeur de l'entreprise. Juste avec le taux d'actualisation. Ou le réduire. Voilà. Donc ça, on insiste. Et on vous l'a mis un peu en bas. Faire attention à des décotes. On applique souvent, souvent sont appliquées des décotes sans forcément les justifier. Ah je suis minoritaire, donc j'ai une décote de minorité. Ah j'ai aussi, oui, mais je suis pas coté, donc tu as aussi une décote d'illiquidité. Vraiment manier avec prudence tous ces sujets de décote, ou tout du moins que lorsque vous la voyez, demandez bien à l'évaluateur qui vous assiste ou qui assiste le dirigeant pour avoir une idée de la valeur de sa boîte, d'utiliser ça vraiment avec de manière très ponctuelle ou tout du moins justifiée. D'accord. C'est vrai que les décotes, c'est souvent un moyen aussi d'arriver là où on veut arriver. C'est-à-dire que, et je pense, face à l'administration fiscale, on a une valeur qui a été affichée. L'administration conteste la valeur d'un actif immobilier ou de l'entreprise. C'est la décote qui permet justement d'ajuster. Mais encore une fois, elle ne doit pas être absolue, elle doit être justifiée, assise sur des choses fondées, et donc en lien avec un évaluateur. Un exemple, vous prenez dans la méthode utilisée, vous prenez une transaction comparable qui est appliquée. La transaction comparable, en fait, c'est faite sur un achat minoritaire. Et là-dessus, vous venez m'appliquer, une fois que vous avez déterminé la valeur de l'entreprise, une décote de minorité et d'illiquidité. En fait, vous venez apprendre deux fois la même chose. Donc là, c'est juste, voilà. Donc, il faut faire attention. Se tromper dans le calcul de la valeur terminale, alors on ne l'a pas évoqué. En fait, ce qu'on appelle chez les financiers la valeur terminale, c'est la dernière valeur, les derniers flux du plan d'affaires et, je dirais, mise en œuvre par le dirigeant. Et on se dit que cette valeur terminale, donc c'est au bout de 5 ans, le dirigeant, il a fait un plan d'affaires sur 5 ans, et les derniers chiffres du plan, en gros, on se dit, ça va être répété à l'infini, cette valeur terminale, ces derniers flux. Et là, pareil, ça a un impact sur les flux au-delà du plan, et ça peut jouer aussi sur la valeur de l'entreprise. Voilà. Bon, ça, c'est plus financier. Huitième erreur, se tromper dans la méthode des comparables. Là, on en a parlé. On vient d'en parler en exemple. Donc, je pense qu'on peut la passer parce que je vois qu'il est déjà 10h15 et qu'il y a le sujet fiscal. Utiliser des données passées pour les entreprises évoluant sur des secteurs innovants. Oui, ça c'est important quand même, parce que l'évaluation, c'est une méthode qui est fondée sur le futur. Oui. Et pas uniquement sur le passé. Ou, en tout cas, c'est un travail sur les deux périodes. Peut-être que ça vaut le coup d'en parler. En fait, nous, ce qu'on fait quand on fait une évaluation, on demande en général les comptes sur 3 ans, avant le jour de l'évaluation, pour comparer ce qui a été fait dans le passé avec ce qui sera fait dans le futur. Exact. Pour voir si la marge, l'évolution
qui est intégré dans le plan d'affaires, à la fois en termes de marge, de chiffre d'affaires, de marge brute et de résultat d'exploitation. Est-ce que ce qu'il prévoit de faire en 5 ans, il l'a déjà fait déjà sur les 3 dernières années? Si oui, OK. Sinon, il faut qu'on nous explique comment, quoi. D'accord. Ah, Alors, enfin. oui, enfin, je ne sais pas si c'est très attendu. En tout cas, le sujet, c'est que dans le cas donc, de ce séminaire sur les transmissions d'entreprise, on a besoin de valoriser l'entreprise, on l'a dit, et puis il faut penser à ce que l'administration est présente ou va être présente, puisqu'elle peut contrôler l'évaluation qui est faite, les transactions de transmission qui sont faites, et donc elle est attentive à ces opérations. Elle est attentive aussi bien en transmission à titre gratuit, donc transmission à un enfant, un repreneur, que dans le cas de transmission à un tiers ou transmission salariée, c'est la question des management packages. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la jurisprudence, depuis une vingtaine d'années, a construit une analyse et a construit les conséquences fiscales qu'il fallait tirer des situations de sous-évaluation ou de surévaluation. Alors, de quoi on parle quand on parle de sous-évaluation ou surévaluation? Ben, on parle de situations où les parties à l'opération décident de s'écarter du travail qui a été fait par Antoine sur la valorisation de l'entreprise. Donc, Antoine est venu avec ses critères, il est venu avec son analyse, a fait un audit, a valorisé la société, et une fois que cette valeur a été déterminée, les parties à l'opération à transaction décident de s'en écarter dans un sens ou dans l'autre. Souvent, elle décide de s'en écarter parce qu'on veut favoriser l'une ou l'autre partie, celui qui reçoit ou celui qui transmet, et on est dans souvent une volonté de libéralité, de faire un cadeau, d'accorder un avantage à celui qui bénéficie de cette différence de valeur. Et c'est cet avantage qui est sanctionné par l'administration fiscale en s'appuyant sur la jurisprudence qui aujourd'hui a assez bien déterminé les situations. Cette situation, elle se rencontre finalement dans les trois situations, dans les trois cas que rencontre en matière de transmission, en cas de donation, en cas de cession ou en cas d'apport. Hein. Donc, toutes les situations de transmission, les conséquences fiscales sont regardées. Elles sont différentes selon qu'on est côté cédant ou côté cessionnaire. Et lorsqu'il y a un écart de valeur, aussi bien le cédant que le cessionnaire peuvent être sanctionnés, et donc finalement ça coûte cher aux deux. On doit aussi analyser si la situation concerne des personnes physiques ou des personnes morales, parce que le traitement fiscal ne sera pas le même, l'analyse ne sera pas la même, mais au final, les deux peuvent être sanctionnés. Et puis, troisième temps, cette sous-évaluation, cette surévaluation peut avoir des impacts soit immédiats, soit futurs. Alors, de quoi on parle? On va le préciser après, c'est qu'on parle d'un redressement fiscal, c'est-à-dire que l'administration va considérer que la transaction s'est faite sur une valeur qui ne correspond pas à notre valeur de marché, qui a peut-être été faite par expert. En général, quand il y a un expert, c'est compliqué de s'en écarter. Donc, les situations dont on parle, c'est toutes les situations où les parties ont décidé de ne pas faire justement appel à un expert, ont décidé de valoriser l'entreprise entre elles, en petit comité, et puis ensuite de s'en écarter parce que ça les arrangeait de s'en écarter. C'est compliqué de s'écarter de la valeur quand on a fait appel à un expert. Donc il y a un redressement fiscal qui est proposé, si on peut dire, en tout cas subi par les parties, redressement fiscal qui ensuite est majoré de pénalités de 10, de 40% quand il y a mauvaise foi, parce qu'on ne pouvait pas ignorer que la valeur à laquelle on a fait la transaction était éloignée de la valeur d'entreprise, voire 80% dans des situations plus importantes. Donc, le conseil, alors c'est pas parce qu'on est là, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on fait des transactions, notre conseil, c'est de faire appel à un expert qui est un tiers, qui est extérieur, qui est un professionnel, pour pouvoir s'appuyer ensuite sur une valorisation, disons, objective et avoir des éléments à présenter à l'administration en cas de contrôle. Et deuxième élément, cette valorisation par expert, elle servira si, par extraordinaire, et j'insiste bien sur le par extraordinaire parce que c'est une situation qu'il faut quand même le plus souvent éviter, il est décidé de faire des prix différenciés. On parlait tout à l'heure de la situation où on a des triples parties à la transaction. On a un dirigeant
transmettre, qui va transmettre à un enfant, qui peut en même temps faire entrer un fonds d'investissement ou faire entrer un industriel, et puis qui veut également intéresser ses salariés ou le top management. Bon, on a vu que, en principe, dans une situation qui est concomitante, la valeur doit être la même. Néanmoins, on pourrait imaginer qu'il y ait des variations, qui soient des variations probablement à la marge, mais qui se justifient parce que finalement, les parties prenantes ne sont pas les mêmes et donc les situations ne sont pas les mêmes. Alors, ce qui est important de savoir, parce que on n'a pas toujours conscience, et c'est souvent des questions qui nous sont posées à nous, avocats en droit fiscal, c'est qu'est-ce qui se passe si je m'écarte d'une valeur objective? Première hypothèse, c'est l'hypothèse de la sous-évaluation. Donc, sous-évaluation, on est en cas de cession, de donation, d'apport, et il est manifeste que la valeur à laquelle la transaction se fait est inférieure à la valeur d'entreprise. Dans ce cas-là, le risque, encore une fois, c'est que s'il n'y a pas de contrepartie à cette transaction qui est inférieure à la valeur d'entreprise, s'il y a une sous-évaluation, le risque, et c'est le point fondamental, c'est que l'administration fiscale considère que vous avez fait une libéralité. Vous avez fait un cadeau, vous avez fait un cadeau à celui qui vous achète, ou vous avez fait un cadeau à celui qui reçoit l'entreprise, parce que vous lui transmettez à une valeur inférieure à sa valeur. Les conséquences pour le cédant, pour l'apporteur, donc pour celui qui fait le cadeau, on considère qu'il s'est finalement appauvri. Il aurait dû recevoir 100, valeur d'entreprise, il reçoit 80, valeur de la transaction, il s'est appauvri, et donc on estime que cette différence, c'est un manque à gagner pour lui, et ce manque à gagner, il doit être néanmoins taxé entre ses mains, à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, selon que c'est une personne physique ou une personne morale, mais il doit être taxé comme s'il avait touché les 100 dans mon exemple. Donc, fictivement, on réintègre ce cadeau dans les mains du cédant ou de l'apporteur, et on le taxe à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés. Ce qui est important, c'est qu'on ne le taxe pas en plus en régime des plus-values, qui est souvent un régime fiscal plus favorable. On le taxe au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu, au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Au maximum, quoi. Au maximum, auquel on ajoute des pénalités. Donc on a sanctionné au niveau du cédant, mais l'administration fiscale en général ne s'arrête pas là, et la jurisprudence l'y autorise. On va aussi taxer du côté du bénéficiaire. Donc celui qui a reçu et qui a acheté ou qui a reçu par donation un bien à une valeur inférieure à sa valeur réelle, lui aussi, il est taxé. Il est taxé parce qu'il a bénéficié d'un cadeau, on l'a compris, et ce cadeau, finalement, ben, on le fait apparaître dans la comptabilité si c'est l'entreprise qui est cessionnaire, ou on le fait apparaître comme un avantage si c'est un cessionnaire personne physique. Et ce cadeau, de la même manière, on le valorise et on le taxe comme un cadeau, c'est-à-dire qu'on le taxe là aussi à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. C'est la première situation, c'est la plus courante. Hein. C'est-à-dire que vous avez bénéficié d'une libéralité, d'un avantage occulte. Cet avantage, on le taxe. Et par ailleurs, alors on s'est souvent posé la question de savoir si l'administration pourrait aussi, en double, hein, pas alternativement, mais en plus, considérer que comme toute libéralité, les libéralités, vous savez, c'est soumis au droit de donation, au droit de mutation à titre gratuit, droit de donation. Est-ce qu'en plus, l'administration fiscale pourrait soumettre ce cadeau aux libéralités? Et on a une jurisprudence qui nous dit que c'est possible. Et qu'il peut même y avoir une libéralité faite par une personne morale à une autre personne morale. Ce qui ne paraît pas évident parce on a toujours en tête qu'un cadeau, c'est entre personnes physiques. Il y a quand même une intention libérale, intention de faire un cadeau. Donc quand on parle d'intention, c'est qu'il y a quand même une notion de réflexion humaine. Pourtant, la jurisprudence a considéré qu'il pouvait y avoir un cadeau fait à une personne morale, qui est un être sans raison, à une autre personne morale. Et dans ce cas-là, lorsque ce sont deux personnes morales qui ne sont pas la même famille, par principe, la taxation, la fiscalité de ce cadeau est de 60%. Donc là aussi, on a un wording qui est important, c'est que côté cessionnaire, côté bénéficiaire, on peut avoir une double taxation, à la fois à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, et en droit d'enregistrement. En pratique, cette situation est assez peu courante, mais elle pourrait arriver et elle commence à arriver. Troisième cas, c'est pour le donataire. C'est une situation où celui qui reçoit, donc l'enfant repreneur, il a bénéficié d'une valorisation de transmission assez faible. L'administration conteste cette transmission par donation. C'est le donataire, hein, vous savez, qui paye les droits de
donation, théoriquement, eh bien, l'administration sera en droit de rehausser la valeur de la donation et donc de demander un complément de droit de donation. Ce qui est important, ce sont deux choses. Il y a deux critères fondamentaux pour que l'administration puisse réussisse son opération de redressement. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un écart significatif. La jurisprudence considère en général qu'à partir de 20% d'écart, c'est significatif, ce qui veut dire aussi qu'on a une marge de 20%, ce qui est quand même rassurant. Et deuxième critère, c'est qu'il faut qu'il y ait une collusion entre les parties. Collusion, c'est qu'il faut qu'il y ait une intention libérale, comme je l'expliquais, c'est qu'il y ait l'intention d'avoir fait un cadeau. Alors, dans une situation familiale, l'intention est présumée parce qu'elle n'est pas très compliquée à prouver, mais entre personnes tierces, on peut aussi considérer qu'il y a une intention, j'ai voulu aider, accorder une libéralité à mon repreneur qui est un tiers, et l'administration, si elle démontre qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas eu d'avantage accordé au cédant en contrepartie de ce prix affaibli, réduit, eh bien l'administration apporte la preuve de l'intention. Donc il y a deux critères qui sont fondamentaux. Côté surévaluation, c'est pas très différent finalement. On est là aussi dans le panel cession, apport, donation. Dans ce cas-là, il y a également un risque de libéralité. Donc c'est les mêmes critères que tout à l'heure. La preuve d'une différence de surévaluation et la preuve qu'il y a une collusion. Donc là, c'est la situation inverse, c'est tout. C'est-à-dire que l'acheteur accepte de surpayer la valeur de l'entreprise parce qu'il estime que c'est pour lui le moyen de l'obtenir, mais surtout parce qu'il veut faire un cadeau, il veut privilégier, il veut accorder un avantage au vendeur, avantage qui ne s'explique que par cette volonté d'être une libéralité. Donc de ce côté-là, de la même manière, côté cédant, côté apporteur, on va distinguer dans la plus-value qui est faite par le cédant ou par l'apporteur, on va distinguer à la fois la partie plus-value qui correspond à la transaction et qui va être taxée au taux des plus-values, qui est différent selon qu'on est à l'IR ou l'IS, et puis cette survaleur qui est reçue par le cédant, elle va être taxée à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, sans fiscalité, sans taux privilégié, et donc ça coûte effectivement assez cher. Pour le cessionnaire ou le bénéficiaire de l'apport, lui, il a surpayé volontairement un actif. Il n'y a pas de conséquences immédiates, mais la jurisprudence considère qu'il peut y avoir et il y aura des conséquences dans le futur. C'est-à-dire que si, par exemple, il s'est endetté pour acheter cet actif, ces valeurs d'entreprise, et que il s'est endetté, il paye des intérêts à la banque, évidemment, pour rembourser son emprunt, et bien une quote-part des intérêts qui ne seront pas déductibles. Cette quote-part d'intérêt non déductible, ça correspond à la quote-part qui correspond à la survaleur. De la même manière, si c'est un actif qui peut être amortissable, il y a une quote-part de l'amortissement qui ne sera pas déductible, cette quote-part correspondant à cette survaleur. La même manière en cas de provision. Donc il y a dans l'analyse de l'administration fiscale, pas de sanction immédiate, mais une sanction future, ce qui effectivement implique aussi que l'administration fiscale suive cette entreprise pour s'assurer qu'elle réintègre une partie de cette survaleur. Pour le donataire, dans le cas où un donataire paierait des droits de donation supérieurs à la valeur d'entreprise, il n'y a pas de conséquences immédiates, mais éventuellement dans le calcul des plus-values futures. Donc c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que la valorisation, l'analyse qu'a faite Antoine, elle vous permet d'identifier la valeur d'entreprise, mais au plan fiscal, ça a des conséquences. Voilà, j'essaie d'aller un peu vite, mais pour pouvoir essayer de répondre aux questions, là nous avions une question tout à l'heure. Est-ce que tu arrives à lire ces deux questions? Alors le premier, c'est donc ça c'était Aurélie qui faisait le petit chat. Voilà. La deuxième, c'est comment appréhendez-vous les flux de trésorerie futurs négatifs dans le processus d'actualisation? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors en fait, il y a deux sujets dans votre question. Le premier sujet, c'est que s'il n'y a que des flux négatifs, en fait, j'ai un problème de continuité d'exploitation. Oui. J'ai un problème d'évaluation. C'est notamment dans les startups. Souvent, c'est du négatif jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, ça devienne positif. Donc, il faut passer sur d'autres méthodes. Comparables boursiers, transactions comparables, multiples de chiffres d'affaires, parce qu'en général, elles ne gagnent pas d'argent. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si temporairement, c'est négatif,
il faut de l'investissement, il faut que j'investisse, il faut que je dépense du pognon pour, comment dire, pour arriver là où je veux arriver. Pendant 2-3 ans, je vais faire ce qu'on appelle en jargon du cash burn, de la trésorerie que je brûle, pour pouvoir réaliser mon plan dans le futur. Dans ce cas-là, dans vos flux, vous les intégrez. C'est un peu de la destruction de valeur sur 2 ans, et après, vous récupérez de la construction de valeur, de la valorisation. Merci. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées par l'artisan, mais les questions qui sont posées, elles sont moins en lien avec le thème d'aujourd'hui et plutôt en lien avec les thèmes de la prochaine fois. Oui. On parle de Dutreil, on parle de mandat posthume. Et donc, ça tombe bien, ça me permet d'introduire les prochaines sessions, puisque nous aurons une session au mois de mai et au mois de juin qui porteront justement sur tous les mécanismes juridiques et fiscaux en lien avec un notaire, et notamment sur justement les mécaniques de transmission et les régimes fiscaux qui s'appliquent. Pour être dans le timing, et je crois qu'on est pile dans le timing, on vous propose d'arrêter là. On vous enverra par lien aujourd'hui à la fois un questionnaire satisfaction, merci de le remplir, ça nous permet de nous améliorer, et puis le lien vers les vidéos et les slides qu'on a présentés. Merci à tous d'avoir été présents, et puis à très bientôt au mois de mai pour la 3e session. Merci à tous, bonne journée. Merci Antoine. Merci François.